sommes le jeudi 13 février 2023, c'est Denis Julien et votre bulletin d'information Info CJSR. Un immeuble de 40 logements abordables destiné aux aînés sera construit à Saint-Raymond de Portneuf. Il s'agit du pavillon Chantejoie. Christian Hébert, le président de l'UPA de Portneuf, sera avec nous ce soir pour discuter de l'Assemblée générale annuelle de l'UPA. Arthur Bordelot nous réserve un reportage sur le match du Metal Perrault du 7 février dernier. Et finalement, on parle avec Vincent Caron qui répondra aux inquiétudes concernant les infirmières. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le pavillon Chantejoie, immeuble de 40 logements abordables destiné aux aînés de Saint-Raymond, entrera finalement en construction. Le projet dont l'élaboration date d'il y a plus de 8 ans maintenant profitera du financement des gouvernements du Québec et du Canada, tout également avec l'aide de la ville de Saint-Raymond. C'est lundi, le 10 février, qu'a eu lieu la conférence de presse. C'était en présence du président de l'organisme du pavillon Chantejoie, M. Yvon Marcotte, du maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, du député Vincent Caron et de la vice-première ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault. Pour Yvon Marcotte, président du conseil d'administration du projet Chantejoie, il y avait un besoin criant de ce type de logement à Saint-Raymond. C'est surtout pour des gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans les RPA. Ils n'ont pas les moyens financiers, c'est important. Puis ils manquent de logements. Des fois, ils restent dans des petits logements, des SUV, ces choses-là. Puis ils veulent avoir des beaux logements. Puis je pense que la résidence Chantejoie répond à ces besoins-là. Est-ce qu'une résidence de même à Saint-Raymond? Puis il y en avait un peu partout dans toute la région. La région de Portneuf, il y en avait, puis c'est Saint-Raymond, bien là, on va l'avoir. Non seulement il n'y avait pas ce genre de logement-là, mais à Saint-Raymond, on est vraiment en manque de logements, je dirais, d'une certaine classe potable. Je veux dire, on a beaucoup de vieux logements à pas cher, qui augmentent de prix de plus en plus, mais de logements neufs pour nos personnes âgées qui ont construit Saint-Raymond, qui veulent pas aller, ils veulent partir de leur maison et s'en aller dans des logements, oui, mais dans des logements potables. C'est ce que le gouvernement va nous permettre de faire pour ces gens-là. La vice-première ministre Geneviève Guilbeault s'est réjouie de constater que le projet avait été mis en place par des gens d'ici. La voici à ce sujet. D'une des choses qu'il y a de plus belle à voir en politique, c'est la mobilisation d'un milieu, la mobilisation de gens qui se disent on a besoin de quelque chose, on va se mobiliser, on va se mettre ensemble, on va se faire un projet, puis ensuite de ça, on va partir ensemble aller voir nos gouvernements, notre ville, notre gouvernement du Québec, notre gouvernement fédéral, puis on va essayer de les embarquer dans le projet parce qu'évidemment, on a toujours besoin d'argent, puis on a besoin aussi d'un coup de main à divers niveaux de nos divers paliers de gouvernement, mais ça part du milieu. Et ça, c'est l'exemple, je trouve, par excellence d'un projet qui a été pris à bras-le-corps, là, par Yvon Marcotte, je l'ai dit ici, mais donc, qui a été pris à bras-le-corps par le milieu, qui s'est dit, on a besoin d'un projet, on a besoin d'offrir à nos aînés qui n'ont pas envie nécessairement de s'exiler ailleurs que l'endroit où ils ont toujours vécu, qui n'ont pas nécessairement les moyens de se prendre une RPA, une résidence privée, mais qui ont besoin de pouvoir habiter quelque part, évidemment. Dans le même ordre d'idée, le maire Claude Duplain a souligné les efforts acharnés des bénévoles pendant toutes ces années. 8 ans d'efforts
qui, depuis le début, des personnes se sont mis à pied d'œuvre à croire à un projet. Et il fallait plus qu'y croire. Parce que je me demande des fois à savoir si on avait su que ça aurait pris 8 ans à faire un projet, est-ce que ces bénévoles, ça serait embarqué dans ce projet-là en se disant qu'on en a pour 8-9 ans à travailler? Vous avez travaillé de façon extraordinaire, mais dans tout ça, c'est tout ce qui s'est bâti autour. L'équipe qui a travaillé. Le projet a été reporté quelques années en raison de plusieurs problématiques apparues en cours de route. On entend le député Vincent Caron à ce propos. On l'a tous vécu, bien entendu, la COVID, et puis ça fait en sorte qu'il y a une surchauffe du marché. Donc, il y avait les embûches qui étaient plus techniques, mais à un moment donné, on a fait face à une embûche qui était, elle, économique. Si je regarde le projet initial, c'était environ 8 millions. On s'en parlait ce matin avec M. Marcotte, puis là, on aboutit à 20 millions. C'est quand même un projet colossal, mais on se rend compte aussi à quel point la surchauffe du marché a pu avoir des impacts sur des belles initiatives comme ça. On a rencontré quelques embûches qui étaient des embûches financières, mais entre le moment, par exemple, où la ville avait identifié le terrain et le moment où on va se mettre à construire, la nature avait repris ses dessus. Et bien, on s'est rendu compte qu'en effet, il y a des plantes qui n'existaient pas à l'origine, mais qui sont mises à pousser parce que, justement, personne n'allait sur ce terrain. Et il se trouve que cette plante-là était caractéristique d'endroits, zones qu'on qualifie de zones humides. Donc, il y a eu toutes sortes d'embûches, mais malgré tout, on n'a jamais baissé les bras. Puis, en effet... Avec les projets similaires de logement à Neuville et Deschambault-Grondines, Vincent Caron se réjouit de voir que les 3 projets proposés par Portneuf ont été acceptés par le gouvernement. Je suis vraiment fier, c'est qu'on a réussi 3 sur 3. 3 des projets qui étaient déposés dans Portneuf se concrétisent, donc vraiment, je m'en félicite parce que tout ça, c'est au bénéfice, bien entendu, de nos aînés, au bénéfice de celles et ceux qui n'ont pas toujours les moyens de se loger dans une résidence qui, parfois, représente une lourde charge dans leur budget. Donc, vraiment très, très heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui cette mise en chantier. 40 logements sociaux et abordables pour une résidence qui est joliment baptisée, la résidence Chantejoie. Le gouvernement du Québec a investi dans le projet 10,1 millions qui proviennent, entre autres, de la Société d'habitation du Québec. Le gouvernement du Canada, lui, ajoute une contribution de 5,8 millions en raison de la 3e entente Canada-Québec qui concerne l'initiative pour la création rapide de logements. Et Saint-Raymond accorde à l'organisme une somme de 337 000 $ et en plus offre un crédit de taxe d'une durée de 35 ans. En plus de faire don du terrain, le projet totalise, comme on l'a mentionné dans le reportage, plus de 20 millions de dollars. Au retour de la pause, on parle avec Vincent Caron de la situation qui entoure des changements de poste des infirmières de Portneuf. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour vos foulards extravagants, votre regard captivant, votre rouge à lèvres flamboyant ou même votre sourire éclatant. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous.
Le CIUS de la capitale nationale remanie plusieurs postes d'infirmières dans la région. Un article dans le courrier de Portneuf faisait état de la situation et Vincent Caron a voulu rajouter des informations à ce sujet pour savoir si Portneuf allait perdre ou non des infirmières dans les centres de services de santé. Voici l'entrevue que nous avons fait avec lui aujourd'hui. Le CIUS de la capitale nationale a annoncé la coupure d'un total de 258 postes dans ces établissements. Nous avons appris dans le courrier de Portneuf cette semaine qu'une quinzaine de postes d'infirmières seraient touchés par ces coupures. Le député de Portneuf, Vincent Caron, est avec nous et veut clarifier la situation en mentionnant qu'il s'agit de remaniement. Donc, bonsoir, M. Caron. Bien, bonsoir, Danick, ça va bien? Ça va bien. Monsieur Caron, justement, ça a été une petite onde de choc dans Portneuf. On avait des inquiétudes comme quoi on pourrait perdre des infirmières dans les installations de Portneuf. Oui, c'est ça. Ben, écoutez, deux tempêtes dans Portneuf, une de neige et une tempête plus sur les médias sociaux. Vous savez que ça s'emballe vite. Et puis, c'est sûr que je comprends les gens, je comprends leur inquiétude. Quand on lit l'article du courrier de Portneuf, on peut penser que très prochainement, ben, il y aura 15 ou 16 personnes de moins pour travailler dans nos urgences. Donc, étant donné que la situation n'est pas du tout ça, je tenais à ce qu'on puisse en discuter un petit peu ensemble pour clarifier la situation. Donc, en effet, alors c'est très administratif tout ça, hein, mais il faut savoir qu'au CIUS de la capitale nationale, lorsqu'un poste existe, ben, il existe bien entendu dans sa définition, mais aussi dans son horaire, etc. Là, on se rend compte, je vais vous donner un exemple qui est très parlant. Par exemple, on se rend compte que au CHSLD de Saint-Casimir, eh bien, on a arrêté les admissions parce qu'on n'a pas assez de personnel là-bas. Donc, en fait, on a des gens, concrètement, qui habitent l'ouest de Portneuf, qui sont envoyés dans un CHSLD à Québec actuellement parce qu'on n'a pas les ressources suffisantes, non pas les ressources financières, mais les ressources humaines au CHSLD de Saint-Casimir. Donc, en fait, vous me comprenez bien, alors, on se prive on a des espaces, mais on a stoppé l'accueil là-bas parce qu'on n'a pas de monde. Donc là, depuis quelques mois, et d'ailleurs, ça avait fait l'objet de discussions avec la FIC, la Fédération des infirmières, où la Fédération elle-même a accepté dans toutes les négociations, vous vous souvenez qu'on a parlé de négociations de salaire, mais clairement, la situation n'a pas changé depuis, mais il y avait aussi des négociations qui avaient trait quant à la mobilité du personnel et quant aussi à la latitude, l'amplitude d'horaire de travail. Donc concrètement, aujourd'hui, on a oui, on abolit 16 postes, mais on en ajoute immédiatement 20 nouveaux. En tout cas, on lance des appels à candidature sur 20 nouveaux pour des postes qui, par exemple, si je prends un exemple concret, quelqu'un qui avait l'habitude de travailler depuis 10 ans à l'urgence de Saint-Raymond 2 jours, bien ce poste-là, on l'abolit et on dit, on réouvre un poste à l'urgence de Saint-Raymond, mais ce sera par exemple 3/4 temps de jour et 1/4 de nuit. Parce qu'en fait, on veut, ou de soirée ou de fin de semaine, en fait, on veut s'assurer qu'on ait les bonnes personnes à la bonne place et au bon moment. Donc, honnête, dans Portneuf, oui, il y a abolition de 20 postes, mais il y a ouverture de 20 nouveaux. Et puis, les 15 personnes qui sont touchées par l'abolition des postes sont prioritaires pour appliquer sur les nouveaux postes. C'est 15 postes là, qui sont abolis. Et, justement, en fait, le CIUS veut faire ce ramènement-là pour pouvoir aller mettre du personnel dans les endroits où est-ce qu'il y a un manque, c'est ça? Absolument. Alors, ça peut être dans les endroits et dans les moments, parce que c'est sûr que c'est plus confortable pour tout le monde d'avoir un poste 2 jours, mais il nous faut aussi des gens qui travaillent le soir, la fin de semaine, la nuit. Donc en fait, il faut rebrasser un petit peu toutes les cartes. Moi, je comprends les 15 infirmières qui sont concernées, qui se disent, moi, depuis 10 ans, là, j'avais cette habitude-là, puis je travaillais à l'urgence de Saint-Marc, puis là, aujourd'hui, peut-être que je vais devoir aller travailler au CHSLD de Saint-Casimir. Alors, je comprends que ça peut être un bouleversement, mais dans les faits, honnêtes,
c'est pas vrai qu'on va avoir du personnel de moins dans Portneuf. On aura toujours autant de personnel, même plus, puisqu'on affiche 5 postes de plus dans ce domaine-là. Et au total, même, j'irai jusqu'à vous dire qu'on affiche un total de 99 postes sur l'ensemble du territoire de Portneuf. Là, ça inclut aussi le secteur Est, comme Donnacona, etc. Donc, honnête, non, pas d'inquiétude, on ne perd pas de personnel. C'est juste que ça crée un climat de mécontentement à l'intérieur des équipes. Et encore une fois, je le comprends, on est tous pareils, on a nos habitudes de vie, on a notre routine quotidienne. Bon, elle va être bouleversée pour certaines de nos infirmières. Monsieur Caron, dans le texte du courrier de Portneuf auquel vous avez fait référence, il était question des urgences de Portneuf. Il y avait justement une certaine crainte qu'on perde de l'expertise dans les urgences. Est-ce que les urgences de Portneuf seront dégarnies de leur personnel suite à ces remaniements-là? Non, pas du tout. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on donne priorité. Je peux comprendre la population pour qui c'est difficile de se dire, ben voyons donc, on n'est pas capable de dire à quelqu'un, à partir de demain, plutôt que d'avoir cet horaire-là, tu vas avoir cet horaire-là. Il faut vraiment abolir ces postes pour ouvrir de nouveaux postes, mais qui sont ouverts prioritairement aux 15 personnes de qui le poste est aboli. C'est un peu rocambolesque, vous allez me dire, mais c'est de la poutine absolument administrative. Alors, je suis bien conscient que pour les infirmières, ce sera des petits changements. Alors, est-ce qu'on va perdre de l'expertise? C'est sûr qu'actuellement, on a des infirmières qui sont spécialisées dans le service d'urgence, qui peut-être vont être réaffectées, par exemple, je le disais, dans un CHSLD ou quelque chose comme ça. Mais bon, au final, on va s'assurer de mettre les bonnes personnes avec les bonnes compétences à la bonne place. Et encore une fois, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui travaillent dans notre réseau de la santé. Je sais qu'elles font déjà beaucoup, mais on leur demande aussi de contribuer. Vous savez, toute la population s'entend pour dire il faut changer les choses, mais dès qu'on demande à une infirmière, serais-tu capable de travailler un petit peu le soir alors que tu ne le faisais pas avant, ben là on a une levée de bouclier. Ou quand on demande à quelqu'un, est-ce que tu accepterais d'aller travailler à Saint-Casimir par exemple, alors qu'elle est à Saint-Marc-des-Carrières, on a une levée de bouclier. On comprend que dans un monde idéal, on ne voudrait pas changer notre confort de vie finalement, mais dans la vraie vie, si on veut changer le réseau, et surtout si on va apporter des solutions qui soient tangiblement différentes pour notre population et offrir un service qui soit adapté. Vous savez, ça fait des années que les gouvernements s'attaquent à ça. Notre ministre Christian Dubé essaye de trouver une formule. C'est sûr que ça nécessite le soutien de tout le monde. Et j'allais dire très simplistement, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, mais c'est exactement le cas. Là, on change les choses, donc c'est sûr que ça bouleverse le quotidien de certaines de nos infirmières, mais c'est pour le mieux de la population de Portneuf. Puis je ne peux pas imaginer que quelqu'un puisse penser que si j'avais eu écho qu'on coupait 15 postes, je serais resté les bras croisés. Ce n'est pas mon style du tout, je me serais battu. Moi, je connais cette situation depuis maintenant plusieurs semaines. D'ailleurs, l'affichage des postes est terminé depuis hier ou avant-hier. Il y a beaucoup de chances que les 15 infirmières en question soient déjà nommées sur un nouveau poste. Donc, on pourrait se reparler dans une semaine ou deux, mais clairement, on ne va pas être privé de personnel dans Portneuf. Ça, je peux le garantir. Puis si une infirmière ne retrouvait pas, une infirmière de Portneuf ne retrouvait pas un poste quelque part dans Portneuf, je peux vous assurer qu'elle peut venir frapper à ma porte. Je vais aller avec elle à la rencontre du ministre pour m'assurer qu'elle puisse demeurer dans Portneuf. Vincent Caron, merci beaucoup pour les explications concernant le dossier des infirmières dans Portneuf. Bien, merci beaucoup, puis soyez prudents sur la route. Vraiment, ce n'est pas une journée pour se déplacer. Merci et puis au plaisir de vous retrouver. Au plaisir. On poursuit dans le bulletin d'information en parlant du défi Ose entreprendre qui sera à sa 27e édition pour la MRC de Portneuf. Et bon, le défi, on se rappelle, a pour but d'initier les jeunes entreprises de Portneuf, en fait, de les reconnaître en leur remettant de divers prix. Bon, il y a plusieurs catégories et là, bon, une d'entre elles, c'est la catégorie où est-ce qu'on
On l'appelle faire ensemble, exploitation, transformation et production. Cette année, la MRC de Portneuf, en collaboration avec les partenaires importants, souhaite reconnaître les apports des entreprises déjà en place dans la région. Alors, il faut savoir qu'au départ, le défi aux entreprises s'adresse aux jeunes entreprises et il y a maintenant les prix Diamant qui ont été créés. Celui-ci s'adresse aux entreprises qui sont déjà en place. Le but est simple, c'est de remettre des prix aux entrepreneurs qui font la différence dans Portneuf. La remise de ces prix se fera d'ailleurs en même temps que les prix du défi aux entreprendre pour qu'un maillage entre nouveaux et anciens entrepreneurs soit possible. Voici Diane Martineau de la MRC de Portneuf qui explique les catégories qui sont disponibles dans la première édition des prix Diamant. Voici un extrait de la conférence de presse. Les prix Diamant, c'est la grande nouveauté cette année. C'est des prix qui vont s'adresser aux entreprises qui sont en opération, quelle que soit leur taille, que ce soit au nombre au volume d'affaires, au nombre d'employés, peu importe, toutes les entreprises sont admissibles. On a sélectionné 6 catégories. On parle de relève d'entreprise pour les entreprises qui ont entamé un processus de relève il y a moins de 5 ans. Ce processus-là peut être encore en voie de se développer, de se mettre en place, ou déjà fait, mais on ne remonte pas à plus de 5 ans. Je vous fais grâce des critères d'évaluation. Ils seront tous mentionnés sur le site web de la MRC sur lequel les entreprises peuvent s'inscrire. Deuxième catégorie s'adresse aux entreprises qui se sont impliquées dans leur milieu, tant au niveau social que monétaire, et qui ont contribué à améliorer les causes locales. Ensuite, on parle d'une catégorie pour des entreprises qui ont développé le marché et le rayonnement hors MRC, que ce soit dans la province de Québec ou à l'international. Encore une fois, la taille d'entreprise ne sera pas un de nos critères, mais plutôt le rayonnement que cette entreprise-là a apporté à la MRC de Portneuf. Finalement, la quatrième catégorie sera celle des entreprises destinées aux entreprises d'économie sociale, ce qui inclut toutes les coopératives et tous les autres organismes qui font de l'économie sociale. Ensuite, une catégorie, se destinant aux entreprises qui se sont démarquées pour leur bonne gestion de la diversité ethno-culturelle. Ce sont des entreprises qui, par des actions, ont favorisé l'inclusion durable des travailleurs issus de la diversité culturelle. Finalement, on a une catégorie hybride. C'est faire affaire ensemble. Cette catégorie-ci va recevoir un prix Diamant de la MRC de Portneuf. Par contre, c'est une catégorie d'os entreprendre qui est destinée aux entreprises en activité qui s'approvisionnent auprès de fournisseurs locaux et fournissent en même temps d'autres, vont à une économie circulaire. La première édition de ces prix Diamant se fera sous la présidence d'honneur de Dave Lamotte, directeur général de l'entreprise de sélection du pâtissier située à Portneuf. Voici M. Lamotte concernant son parcours. C'est vraiment d'être porte-parole des prix Diamant. Mon parcours, comme Bernard va laisser entrevoir, j'ai quand même commencé ma carrière chez Sélection du pâtissier. J'étais étudiant, cégep, université. Après ça, je suis rentré là comme directeur des opérations. Par la suite, j'ai été approché par Weston, donc j'ai quitté la belle région de Portneuf, mais j'ai toujours demeuré à Portneuf. Ma famille, ma femme, mes enfants ont toujours habité à Portneuf, mais c'est moi qui s'expatriais pour les semaines. Donc j'ai travaillé pour Weston pendant 6 ans et demi. Après ça, j'ai travaillé pour Première Moisson pendant 14 ans, donc parti en division industrielle. Par la suite, j'avais des bonnes relations avec les gens de sélection du pâtissier, donc Mario Audette que Mario connaît bien. Puis j'ai décidé de revenir investir dans Portneuf. Donc Métro avait acheté Première Moisson en 2014. J'étais plus entrepreneur que corporatif, donc j'avais déjà une date de fin, comme on dit, à mon contrat. J'avais 5 ans et j'ai décidé d'acheter et devenir actionnaire chez Sélection du pâtissier.
Alors, M. Lamotte est donc au règne de l'entreprise depuis 2021. Aujourd'hui, la section du pâtissier emploie près de 240 personnes, dont une centaine à Portneuf. Le préfet de la MRC a expliqué pourquoi l'entrepreneur comme Dave Lamotte a été choisi comme porte-parole. Identifier une personne, un premier porte-parole qui nous permettrait en fait de faire le pont entre la clientèle scolaire jeunesse et notre clientèle implantée au niveau des entreprises afin d'avoir en fait un porte-parole qui est connecté sur notre milieu et qui comprend les réalités. Être en affaires, ce n'est pas toujours facile. Les gens d'affaires pourront vous en témoigner lors du gala, mais évidemment, ils ont une grande qualité qui les unit. Ils font preuve d'une grande détermination et beaucoup de persévérance et ils sont très agiles. Alors, nous allons avoir l'immense privilège de pouvoir compter sur l'implication de M. Lamotte au sein de cette première édition qui, je suis convaincu, sera en fait d'un succès retentissant. Plusieurs partenaires se sont joints à la MRC de Portneuf pour la création de ces prix Diamant. Lors de la conférence de presse de lundi, des représentants d'Alcoa et de Promutuelle Assurance étaient sur place. Les séries éliminatoires arrivent à grands pas dans la Ligue de hockey senior 3A du Québec. Arthur s'est rendu vendredi dernier au match du Métal Perrault, les opposants au Métal Place de Plessisville. Voici son reportage. La semaine dernière, le Métal Perrault de Donnacona a affronté le Métal Place de Plessisville. Avant cette rencontre, l'équipe de Donnacona était au 4e rang de la Ligue de hockey senior AAA du Québec et l'équipe de Plessisville était en 3e position avec 2 points d'avance. C'est une saison plus stable pour le Métal Perrault comparativement à l'heure dernière, puisque l'an dernier, le club avait un classement de première position durant la majorité de la saison, suivi de leur élimination en seulement 4 matchs durant les séries lorsqu'ils ont affronté les Loups de la Tuque. La partie du 7 février a été remportée par l'équipe de Plessisville avec un score de 8-7. Pour tenter de prendre le 3e rang, le Métal Perrault devait gagner en temps réglementaire. Ils ont donc retiré leur gardien alors qu'il ne restait plus que 3 minutes à la dernière période. Plessisville a donc brisé l'égalité et a remporté la partie. Après ce match, j'ai réalisé une entrevue avec Luc Thibault, le directeur général du Métal Perrault. Après match, suite à une défaite de 8-7 à Donnacona devant 1076 spectateurs, un match âprement disputé. On est revenu de l'arrière deux fois dans le match. À 7-7, avec 2 minutes à faire, on devait, pour le classement, retirer le gardien pour espérer gagner en temps réglementaire parce que c'était la seule façon où on avait une chance d'améliorer notre sort de la 4e position. Ça nous prenait une victoire en temps réglementaire. C'est pourquoi on a retiré le gardien. Malheureusement, on a donné un but avec le filet désert. C'est qu'on a une défaite de 8-7, mais quand même fiers de nos gars qui n'ont jamais lâché, malgré 2 fois qu'on a tiré de l'arrière. Puis c'est très serré. Puis, je veux dire, Plessisville vont finir en 2e ou 3e position. Ça fait que je pense que dans ce ligue-là, à tous les soirs, il faut se présenter. Puis tout le monde peut battre tout le monde. On est revenu, c'est un bon match. C'est de bon augure pour les séries éliminatoires. Le numéro 16 du Métal Perrault, Philippe Laberge, s'est blessé durant la 2e période de ce match. Pour des raisons préventives, il a été transporté en ambulance. Oui, c'est ça. Philippe Laberge, après avoir pris un lancer, était en déséquilibre. Le défenseur l'a poussé un peu. Il a tombé directement le dos dans la bande. Par mesure préventive, on l'a envoyé à l'hôpital, puis on vient juste d'avoir des bonnes nouvelles. Il n'y a pas de fracture, il n'y a rien, ça va juste prendre de la glace, une bonne condition, de la glace, un peu de repos. Vu que c'est en plein milieu du dos, c'est la colonne vertébrale dans ce temps-là, c'est sûr qu'on ne veut pas prendre de chance puis créer des problèmes plus graves. Fait que c'est ça, on n'a pas pris de chance. Le soigneur nous a demandé d'appeler l'ambulance, puis les ambulanciers l'ont pris à l'extérieur, puis ils sont allés le reconduire à l'hôpital. Puis c'est ça, on est dans la bad-là qu'on est content quand même du résultat. Là. On se croise les doigts qu'il soit disponible la semaine prochaine, sinon ben, il va être là dans 2 semaines, dans 3 semaines en série. Bon, là, on est assuré de finir en 4e position. Ce qu'on était déjà, la pire chose qui va nous arriver avant le match, c'était ça. Là, on est sûr de finir 4. On attend de voir qui va se classer en 5e position pour savoir qui on va affronter à la première ronde. Les possibilités, si j'ai bien regardé le classement assez vite après
après la partie, je pense que ça peut être soit La Tuque ou Nicolette. Ils ont un point d'écart, puis il reste deux matchs à La Tuque et un match à Nicolette. Fait que, on va voir la semaine prochaine, on va peut-être le savoir. Ça va peut-être aller d'un côté comme de l'autre, on ne le sait pas. On joue samedi prochain à Terrebonne, notre dernier match de la saison. La fin de semaine suivante, la fin de semaine du 21, c'est les positions 7 à 10 qui s'affrontent dans un 2-3 pour déterminer les deux équipes qui vont venir rejoindre les 6 autres pour les quarts de finale. Fait que dans le fond, notre prochain match, c'est vendredi, le 28, à domicile contre un adversaire à être déterminé. Le match du 8 février qui opposait les Loups de la Tuque et Terrebonne a été remporté par les Loups. Donnacona débutera donc les séries en affrontant les Loups de la Tuque. On vous donne rendez-vous le 28. Séries éliminatoires devraient avoir beaucoup d'ambiance à Donnacona. Encore 1000 personnes à soir, puis on espère avoir encore plus que ça pour les séries éliminatoires. Retour de la pause, on discute avec Christian Hébert de l'UPA de Portneuf. C'est avec un immense plaisir qu'on vous invite à assister à la saison 4 de l'IPA, la saison hiver 2025, qui aura lieu du 27 janvier au 26 mai prochain, tous les lundis soirs à 19h au cinéma Alouette. L'entrée est gratuite, alors venez voir nos matchs haut en couleur. L'UPA de Portneuf, l'Union des producteurs agricoles, ont rencontré des représentants d'Hydro-Québec concernant le projet d'implantation d'une nouvelle ligne haute tension depuis novembre 2024. On connaît justement approximativement le passage de cette ligne haute tension potentielle qui passerait donc dans Portneuf. Pour parler de tout ça et donc de la rencontre que les membres de l'UPA de Portneuf ont eue avec Hydro-Québec, mais aussi pour parler de l'Assemblée générale annuelle de l'UPA, j'ai discuté avec Christian Hébert, président. Voici l'entrevue. Alors, on rejoint en ligne Christian Hébert, président de l'UPA de Portneuf, pour parler justement de la rencontre qu'il y a eu avec Hydro-Québec. Un peu plus tard, on va parler aussi de l'AGA qui a eu lieu un peu plus tôt ce mois-ci. Christian Hébert, bonsoir. Bien le bonjour, Danick. Merci d'être avec nous, M. Hébert. Vendredi passé, vous avez eu une rencontre, vous puis une quarantaine de membres de l'UPA, avec Hydro-Québec, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une potentielle ligne haute tension qui pourrait passer là, sur les terres de Portneuf. Oui, en effet, pour Hydro-Québec, il l'avait annoncé en conférence de presse au mois de novembre dernier. Hydro-Québec considère que c'est leur projet du 21e siècle. C'est le plus grand projet, ces lignes à haute tension-là qui vont passer depuis la construction là, de la baie James. Fait qu'on parle des grandes lignes à haute tension de 735 kV qui ramènent le courant du Grand Nord québécois vers les villes dans le sud du Québec. Et pour Portneuf, on est en plein dans ce corridor-là, fait que vous comprenez que ça va être notre gros dossier pour la prochaine année. Et justement, vous avez pu parler avec Hydro-Québec. J'imagine que vous aviez des questions là, à poser aux représentants là, de la Société d'État. Oui, cette rencontre de consultation, elle a été faite à notre demande de l'UPA de Portneuf. On souhaitait étaler ouvert, qu'on ne travaille pas en silo, que les producteurs puissent rencontrer les intervenants les plus hauts cadres d'Hydro-Québec
leur poser directement les questions sans intermédiaire, parce que c'est quelque chose qui est très stressant, là. Il y en a pour plusieurs qui se disent « Mon Dieu, est-ce qu'on va faire comme v'là 50 ans, puis on va m'exproprier un autre 120 mètres de terre sur ma propriété? Est-ce qu'on va détruire encore mes champs? Est-ce qu'on va me détruire une partie de mon érablière, de ma cabane à sucre? » Parce que c'est ça, ce trajet-là, Hydro-Québec, à première vue, ils nous ont demandé « Vous allez devoir choisir dans notre corridor qui va passer soit un peu plus au nord, soit un peu plus au sud, mais soit de Sainte-Catherine-de-l'Auvergne jusqu'à Saint-Ubalde en passant par Saint-Alban. Est-ce que c'est des terres agricoles ou des érablières qu'on va détruire? » Fait que oui, c'est émotif pour les producteurs parce que c'est ton patrimoine, c'est ton héritage, ces terres agricoles-là et ces érablières, mais c'est aussi nos entreprises, c'est notre gagne-pain, c'est le garde-manger de tous les Québécois. Fait que c'était des bonnes discussions. Il y a eu une forte participation. Plus d'une quarantaine de producteurs touchés étaient présents. Ils ont pu poser leurs questions. Les cartes étaient là. Puis jusqu'à maintenant, c'est un travail de consultation. On est à livre ouvert avec eux autres. Puis on va essayer de trouver qu'est-ce qui va être le mieux pour nos gens dans Portneuf. Et surtout pas qu'on se retrouve comme le 50 ans. Le 50 ans, c'était des agents d'Hydro-Québec qui allaient rencontrer producteur par producteur puis qui disaient, tu sais, c'est une fleur qu'on te fait, on va te donner 100 $ pour t'exproprier de 120 mètres sur ta terre, mettre un pylône, puis c'est l'œuvre du Seigneur, l'électrification du Québec. Mais là, aujourd'hui, cette électricité-là, on ne parle pas d'œuvre du Seigneur d'éclairer le Québec. C'est pour qu'il y ait plus de chars électriques, que des multinationales produisent des batteries et bien d'autres produits. Et en plus, on vend une grosse partie de ce courant-là aux États-Unis. Fait que, si nos producteurs sont pour perdre du terrain, on va essayer que ça soit le mieux positionné et de revoir l'entente cadre pour pas que nos producteurs se retrouvent dans la rue puis que leur relève ne puisse pas reprendre nos fermes dans Portneuf. Donc, ce serait quoi ce qui serait le plus souhaitable, là, selon vous, président de l'UPA, pour justement continuer les préparatifs ou du moins les discussions avec Hydro-Québec? D'écouter nos gens. À des endroits, on comprend qu'ils n'auront pas le choix de passer les lignes. Comment c'est possible de pouvoir cultiver en dessous? Pas détruire des nouvelles cabanes à sucre, des nouvelles stations de pompage qui ont été faites dans le sirop, parce que c'est une de nos productions principales ici dans Portneuf. Revoir l'entente cadre pour pas qu'on mette nos producteurs à la rue et penser intelligemment. Parce que quand on nous dit que la villégiature, que les zones humides ont une valeur beaucoup plus grande que les terres agricoles et notre agroforesterie et nos érablières, c'est un non-sens. Et jusqu'à maintenant, ça va être des choix difficiles, mais je pense qu'on a l'écoute d'Hydro-Québec. Alors, les discussions sont entamées. Christian Hébert, j'aimerais parler d'un autre événement que vous avez eu il n'y a pas si longtemps, votre Assemblée générale annuelle. Il y a eu quand même plusieurs choses importantes dans votre bilan. Pouvez-vous nous en parler? Encore une très forte présence de nos productrices et producteurs qui ont assisté à l'Assemblée. Je les remercie tous, entre autres, d'avoir réélu plusieurs membres de notre conseil d'administration, dont notre vice-président Gilles Grandbois et moi qui commence mon 4e mandat à la tête de l'UPA de Portneuf. Un gros merci. Les dossiers chauds qui ont été parlés, bien sûr, cette consultation-là qui s'en venait d'Hydro-Québec. Les producteurs ne pouvaient pas s'empêcher de poser des questions sur les enjeux de l'heure, comme les tarifs douaniers puis la protection de la gestion de l'offre. Qu'est-ce qui est d'actualité, puis qu'on voit qui se passe avec notre voisin américain. N'oublions pas qu'à travers le Québec, et particulièrement ici dans Portneuf, 68 % du bioalimentaire, 68 % de tout ce qu'on produit dans nos champs, que ça va des céréales au lait, en passant par nos produits transformés, fait que tout le secteur bioalimentaire, jusqu'à ce qui vient de nos boisés privés, 68 % on l'envoie aux États-Unis. Quand on parle de tarifs douaniers, là, c'est la santé de nos fermes qu'on parle là, puis on veut plus que la gestion de l'offre soit encore ce que nos gouvernements sacrifient. Fait que nos producteurs
sont prêts à se tiennent debout. On continue à se tenir debout. On a eu des grosses manifestations l'an dernier. Et nos producteurs, l'aplaventrisme, ils vont pas le faire, ils vont pas accepter ça, puis ils vont se tenir fort, puis ils vont tenir leur bout. Le puits Paquette, un dossier de l'heure aussi. Justement, parlant de ce dossier-là, on avait lancé l'invitation à toutes les maires de la MRC de Portneuf d'être présents à notre assemblée, pour qu'on puisse avoir qu'ils soient à jour de qu'est-ce que les producteurs pensent, comment on travaille, puis que, un peu comme dans le dossier d'Hydro-Québec, qu'on puisse avoir une discussion sans intermédiaire. On est inquiet que bien des citoyens ne puissent pas avoir d'autres qualités. Fait que comment on peut travailler ensemble pour pérenniser notre agriculture et que tout le monde ait accès dans Portneuf à de l'eau potable. Juste pour éclairer nos téléspectateurs, quand vous me parlez de l'enjeu du puits Paquette, c'est bien le puits de Pont-Rouge, c'est ça? Oui, le puits principal pour l'approvisionnement en eau potable de la ville de Pont-Rouge. Et tu vois, les discussions ont été franches, ont été saines, et cette voie de communication, on la garde. Il ne faut jamais fermer une porte. Il ne faut jamais partir en bataille. Tant qu'on est capable de discuter avec nos équipes, nos aménagistes ensemble, les producteurs avec les élus et les citoyens, c'est notre vision à l'UPA de Portneuf. Ensuite, on a fait un survol de nos implications de la dernière année. Entre autres, on a commencé le début de l'année avec notre participation encore en grand nombre à la SAC, à la Semaine de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation à Québec. On était vraiment présents un peu partout. Et comme on l'a été dans la dernière année, on va l'être dans la prochaine année. On est un acteur clé dans le plan de développement du territoire et des activités bioalimentaires dans Portneuf. L'ancien PDZA qui devient le PDTable. Encore là, c'est une belle place où on peut discuter puis comment on peut travailler pour notre avenir ici en zone rurale dans Portneuf. Christian Hébert, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Le temps file comme à l'habitude dans nos entrevues. En terminant, qu'est-ce qu'on a à surveiller pour les prochaines activités de l'UPA Portneuf en 2025? Dans les prochains jours, il va y avoir une conférence de presse pour le Fonds d'aide au développement du milieu par Desjardins, qui va être un partenaire avec l'UPA de Portneuf. Votre UPA ici dans Portneuf est le fiduciaire du projet Les Coupons Nourriciers, un projet qu'on porte avec le CIUS de la Capitale-Nationale, le Centre d'expertise CISA et l'Association des marchés publics du Québec. 2 volets. Un, au niveau de la sécurité alimentaire, comment on peut emmener des aliments directement de Portneuf à des familles dans le besoin ici dans Portneuf sans qu'il y ait d'intermédiaires. Fait que vraiment, là, que ça passe du producteur à nos gens. Et en parallèle de ça, une grande campagne d'achat local. Retenez pour la prochaine année que ce soit pour des initiatives locales, des enjeux régionaux, nationaux et même pan-américain, comme on le voit dans les négociations avec Trump. La clé de tout ça, là, c'est l'achat local. Christian Hébert, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. C'est un plaisir. À très bientôt. À très bientôt. C'est le samedi 14 juin qu'aura lieu le relais pour la vie 2025 à Portneuf, à Donnacona. L'événement, comme lors des précédentes éditions, se tiendra entre 18h et minuit. La période d'inscription est officiellement lancée pour les équipes qui désirent amasser des fonds pour participer à la lutte contre le cancer. Mercredi soir, les principaux acteurs du relais pour la vie étaient réunis à Donnacona. Pour l'occasion, la présidente du relais a annoncé qui s'occuperait de la présidence d'honneur. Voici Lucie Côté. L'an dernier, on a eu la chance d'avoir comme présidente d'honneur Mme Sylvie Dubé du Centre de cancérologie de l'hôpital régional de Portneuf. Mme Dubé a un titre long comme ça, je ne suis pas capable de tout le dire. Alors, et l'année passée, le Centre de cancérologie ont fait leur première expérience en tant qu'équipe avec l'équipe soignante et ils ont aimé leur aventure. Cette année, pour la présidence d'honneur, on a discuté, moi et Mme Dubé, puis ils ont fait le choix de faire une présidence d'honneur toute l'équipe, parce qu'ils ont apprécié leur événement, parce qu'ils ont apprécié
leur expérience, finalement. Et puis, c'est l'équipe de cancérologie, l'équipe, dans le fond, c'est les DS de l'oncologie de l'hôpital régional de Portneuf, qui seront notre présidence d'honneur cette année. Quand on a discuté, moi, Mme Dubé, elle m'a dit « on va partager le bonheur ». Puis j'ai trouvé ça vraiment beau. Au lieu de dire tout seul, elle dit « avec l'équipe, on va partager le bonheur ». Fait que moi, je trouvais que c'était très révélateur, l'expérience qu'elle avait vécue au relais. Alors, le relais pour la vie, Sylvie Dubé a pris la parole mercredi en expliquant son choix d'inclure toute l'équipe avec elle au sein de ce rôle. Voici Mme Dubé. C'est avec un immense honneur que j'accepte pour une seconde année de présider cette activité qui me tient à cœur, mais j'ai aussi demandé à l'équipe d'oncologie de l'hôpital régional de Portneuf d'être en coprésidence avec moi. Donc, je suis Sylvie Dubé, je suis gestionnaire responsable de la cancérologie au niveau du CIUS de la capitale nationale, mais je suis également chef de la merveilleuse équipe impliquée pour la cause. Donc, à vous, bénévoles, responsables d'équipe, votre engagement à offrir de votre temps, à offrir des ressources, du réconfort et de l'espoir est inestimable pour les personnes touchées par le cancer. Grâce à vous, de nombreuses personnes trouvent la force de surmonter les défis, on tourne la page, liés à la maladie et de garder espoir. Donc, votre impact est immense et chaque geste, chaque sou amassé compte. Le relais pour la vie fait cheminer ses dons à la Société canadienne du cancer. Le soutien financier est très important pour la société. Voici la responsable, Julie Labbé. Tantôt, j'entendais un de vos convives dire qu'on est un organisme qui ramasse le plus de sous, avec le mot que cancer dans son titre d'organisme au Canada pour la cause. Et effectivement, on est les numéros 1 à investir en recherche. On est à plus de 50 millions d'investissements en recherche. Au Québec, juste avec le relais pour la vie, on ramasse 3,1 millions. Donc, c'est quand même gros parce que dans tout le reste du Canada, le total, c'est 3,5 millions. Donc, si on fait le calcul, vous avez un levier de plus de 85% au niveau du relais pour la vie qui provient de la générosité et du temps offert que vous donnez au relais pour la vie au Québec. Alors, c'est quand même gros. Oui, on peut s'appeler. En 2024, le relais pour la vie de Portneuf s'est classé 9e sur les 25 relais au travers le Québec en termes d'argent amassé pour la Société canadienne du cancer. On parle maintenant de Neige en fête. J'ai réalisé une entrevue avec le président de l'initiative, M. Denis Tremblay. L'événement va avoir lieu à partir de demain, 14 février. Voici l'entrevue que j'ai réalisée. On parle maintenant de Neige en fête, événement qui aura lieu du 14 au 16 février. J'ai le président de Neige en fête avec nous aujourd'hui, M. Denis Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, monsieur. Merci d'être des nôtres pour parler de Neige en fête. Bon, les autoneiges qui parcourent Portneuf, ça fait déjà plusieurs années que vous faites cet événement-là. Pouvez-vous nous parler un peu de l'événement? Oui, alors, on est à notre 29e édition, si on veut. Cette année, comme par le passé, 3 jours. La première journée qui est le vendredi soir et surtout une invitation au public, si on veut. C'est une courte randonnée ici sur les terres des gens, des privés. Après ça, on rentre au centre de ski pour 9 h. Donc, la parade des snows est à 9 h au centre de ski. Il va y avoir un feu de joie qui est allumé pour le public à 8h30. À 10 h, c'est notre feu d'artifice qui se tient dans la montagne du centre de ski. Cette année, on a fait une petite association avec le centre de ski, vu que c'était la Saint-Valentin. C'est un petit peu des pourparlers, parce qu'on se prépare. L'année prochaine sera notre 30e. Oui. Alors, cette année, on va offrir des tours de snow de 5 h à 6 h au centre de ski. C'est gratuit. C'est un petit clin d'œil, si on veut. Donc, vous, dans votre événement, il y a des propriétaires d'autoneige d'un peu partout au Québec qui viennent justement profiter des territoires portneuvois, c'est ça? Exact, exact. Fait que ça, c'était notre vendredi. Ensuite de ça, le samedi,
Le samedi, départ de l'hôtel Roquemont, en direction, si les gens veulent nous voir passer, Dion Sport, je vous dirais vers 10 heures. Le chapelet, on traverse la 365, direction Manoir Saint-Basile, Pizzeria Paquette, qui nous reçoit pour dîner. Et notre retour est prévu, on quitte vers 2 heures, Pizzeria Paquette, pour rentrer à Saint-Raymond. Le samedi soir, on a un souper au restaurant Le Mondial. D'ailleurs, j'en profite, s'il y a des gens qui veulent venir nous accompagner, il reste sûrement de la place au Mondial. Ce qui clore notre journée du samedi. Le dimanche, on va faire une balade, ce que nous, on appelle aller jouer dans la neige. Ouais. On s'en va encore là sur des terrains privés avec lesquels on a eu des permissions spéciales et tout. On va aller visiter les yachts de Marie Énergie. Et puis après, dans l'après-midi, il y a des immenses champs là. Dame Nature nous amène une belle tempête. Ben oui, c'était justement ma prochaine question, parce que l'année passée, si je ne me trompe pas, vous avez eu de la pluie, ça a été difficile de faire l'événement. Et là, on a une tempête de prévue jeudi, peut-être même une autre dimanche. Est-ce que ça complique les logistiques pour votre événement? Sûrement, sûrement. Même si c'est des bébites qui sont faites pour circuler dans la neige, il reste que les gens qui viennent nous rendre visite à Saint-Raymond, ben ça arrive avec des machines, des remorques, les autoneiges dans ça. Alors, pour le déplacement, tout ça, ça complique. Pas pour se promener, parce que nous autres, se promener dans un pied de neige, on fait juste saluer Joseph Armand en disant « on s'amuse ». C'est ce qu'on recherche. Par contre, la même chose, les gens qui nous rendent visite, ben, le dimanche, pensent à leur retour. Alors, mettons, back-to-back, excusez l'expression, mais... Oui, à la suite de l'autre. Oui, ça en fait un petit peu beaucoup. Bon, comme je dis, pour nous autres, se promener dans la neige, ça va bien. C'est surtout pour les déplacements hors festival que ça complique le trajet des gens. Et puis, au niveau des inscriptions, est-ce que vous avez eu déjà vent de certains nombres de propriétaires qui vont être là? Il est sûr que depuis 2 ans, on avait des gens de la Dorée, près de Chicoutimi, si on veut, là, Saint-Félicien et compagnie, qui avaient déjà fait un petit festival et tout et tout. Et depuis 2 ans, ils sont revenus à la charge pour saluer le président qui était malade, etc. Bon, alors, ce qui arrive, c'est qu'après notre festival à nous, il y a la fin de semaine suivante à la Dorée, et l'autre fin de semaine après ça, à Saint-Roch-de-Méquignac. Donc, c'est toujours la même chose. C'est une question de coût, là. Ouais, le mois de février est chargé pour les 3 festivals à chaque fin de semaine. Ouais. On s'aperçoit que là, les gens disent « Ah, ça fait 20 ans que je viens à Saint-Raymond. Je vais aller... j'irai pas à Saint-Raymond, puis on va aller ailleurs. » pour le changement de territoire, si on veut, là, de paysage, puis de voir d'autres gangs, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Fait que ce que ça va faire, c'est que au lieu de se promener à 50 snows, on va se promener à 35, 38 snows. Ça demeure tout aussi impressionnant quand même. Pour nous, c'est plus facile à gérer, parce que 10-15 snows de moins, ben ça demande moins de monde, il y a moins de bris, parce qu'on sait que c'est des machines, ça a bien beau être, comme les jeunes disent, ça coche, mais il reste que c'est des machines, si je prends mon exemple, moi c'est un 1947, on s'en occupe, mais on n'a pas beaucoup d'occasions, à part que d'aller dans les festivals pour pouvoir se promener. Vous avez quand même des partenaires majeurs pour votre événement. Vous avez une affiche qui est en circulation, je la montre à l'écran en ce moment. Vous avez donc de l'aide de plusieurs acteurs principaux de Portneuf pour votre événement. Oui, le plus grand participant, celui qui est notre partenaire majoritaire, c'est vraiment Dion Sport. Après ça, on s'en va. On a une collaboration extraordinaire de Labarre Remorquage. J'explique 2 secondes. C'est que Labarre Remorquage va s'occuper de barrer les routes qu'on doit traverser
parce que c'est toujours des questions d'assurance et ça. Alors qu'ils vont avoir 2 remorques, ils barrent complètement, ce qui nous laisse le champ libre à passer. Alors, ils sont avec nous autres toute la fin de semaine. Malheureusement, s'il y a des amis qui tombent en panne, bien, on les accroche, puis la barre les ramène à bon port. Ça arrive? Ça arrive, oui. Ouais. Oui, on a vu des gens de l'extérieur arriver, ça débarque les machines, puis ça fait 200 pieds, puis bouf, il y a quelque chose qui casse. Fait pour la fin de semaine. Pas l'outillage, pas le temps. Après ça, on a Ville et Touristes Saint-Raymond, qui sont un bon partenaire. On a Location Matawini. On a Vincent Caron, Caisse populaire qui est avec nous autres. Après ça, on a, je pense, du Roquemont. On a notre artificier, Pyromax. On a aussi le Saint-Alexis, qui est un autre hôtel très convoité. Cabanon Port-Neuf, Cloutier Sport et Performance Voyer, qui est avec nous autres, Pro Performance. Ça, c'est les principaux, si on veut, là. Donc, avec ça, vous êtes capable de tenir encore une fois votre 29e édition. Monsieur Tremblay, je vous remercie d'être venu nous parler de Neige en Fête et au plaisir de voir les autoneiges, les snows, comme vous les appelez, là, circuler dans Port-Neuf en fin de semaine. Alors, je vous remercie de la visibilité que vous nous offrez aujourd'hui et puis au plaisir de vous rencontrer. La caisse Desjardins du centre de Portneuf a procédé mercredi, donc hier, à la soirée de remise des dons du Fonds d'aide au développement du milieu. Desjardins soutient plusieurs initiatives locales qui ont des impacts positifs directs dans la vie des citoyens de Portneuf. Le premier organisme à avoir obtenu du financement, c'est le Club Actigym de Pont-Rouge de Donnacona pour l'amélioration des équipements. Myriam Frenette et Maxime Landry étaient présents et ont expliqué leur projet. Grâce à votre aide, nous serons en mesure de moderniser nos installations, offrant ainsi à nos athlètes un environnement sécuritaire et mieux équipé pour s'entraîner et progresser. Votre soutien témoigne de votre engagement envers le développement sportif et communautaire et nous sommes honorés de pouvoir compter sur votre partenariat. Les Chevaliers de Colomb de Portneuf ont aussi reçu de l'aide financière pour la rénovation de leurs locaux. Voici Frédéric Lévesque. Ce fonds va nous aider à refaire nos salles de bain qui ont plus de 30 ans d'âge. Ceux-ci accueillent toute la population plusieurs fois par année. Les mariages, les décès, le Saint-Vincent-de-Paul, l'Arbre chanté pour les enfants, la guignolée pour les boîtes alimentaires, les AA, et etc. En plus de toutes les activités des Chevaliers de Colomb qu'on fait avec la communauté. Desjardins a soutenu les bénévoles du service d'entraide de Saint-Basile avec un investissement au niveau de leur cuisine. En plus de ça, le club de soccer Mustang a lui aussi reçu de l'aide de Desjardins pour qu'il puisse se procurer des tentes. La bibliothèque de Pont-Rouge a, elle, obtenu un soutien de Desjardins pour son agrandissement. Voici Sylvain Brousseau. Donc, la bibliothèque de Pont-Rouge est en expansion depuis les dernières années. En fait, depuis les 7 dernières années, on est passé de 24 000 emprunts à 84 000 l'an passé. De ces 84 000-là, 50 000 sont des livres jeunesse. Donc, les enfants lisent énormément à Pont-Rouge. Donc, c'est important de leur offrir justement des possibilités de lecture, les soutenir là-dedans, et c'est ce que Desjardins fait en nous aidant. Ce projet-là va viser, oui, à faire lire encore plus, mais surtout à comprendre ce que les gens lisent. La lecture, c'est bien, mais comprendre ce qu'on lit, c'est très important, et ça aura des impacts par la suite. Si on veut être bon en mathématiques, on doit être capable de lire l'énoncé. Si on veut être bon en sciences, il faut être capable de lire l'énoncé, et ainsi de suite. Donc la lecture sera au cœur de tout ça. Alors merci beaucoup Desjardins pour votre support. Desjardins a également soutenu le Cercle des fermières de Saint-Basile, l'UPA de Portneuf, le Halo Entraide communautaire et l'organisme Laura Les Merveilles. Alors, voici les prévisions météo pour la prochaine fin de semaine.
Merci à notre équipe technique pour leur implication dans l'Info CJSR. C'est déjà tout pour nous pour ce soir. Merci à Arthur, à Tony et à Luc. Merci à nos invités. Je m'appelle Danick Julien et on se dit à la semaine prochaine.